Le RDP, c'est un parti extrêmement impopulaire. Extrêmement impopulaire. Donc, le RDPC ne doit pas donner des leçons sur un plateau. Il faut faire extrêmement attention. Quand je l'ai dit, je vais dans la piste des solutionnements. Et là, je rejoins mon frère Amassoka également, et le président Zok et bien les autres. Il y a des pistes de solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, comme il a utilisé une expression, le conspiratisme juridique ou judiciaire. C'est-à-dire que j'ai suivi le MRC qui a saisi les instances judiciaires et qui a vu son recours. En fait, la cour d'appel du centre s'est déclarée incompétente. Je crois que quand des solutionnements judiciaires ou juridiques semblent bloqués, il faut intégrer les solutions politiques. Parce qu'à une affaire politique, parce qu'au-delà c'est ça, hein, c'est-à-dire la réalité aujourd'hui c'est qu'il y a une problématique politique. À une problématique, à une cause politique, il faut peut-être un solutionnement ou une solution politique. Et pourquoi ne pas donc aller vers des assises concertées avant l'élection de 2018, de 2025, d'octobre 2025, parce que ces goulots de revendications qui sont en eux-mêmes, ces goulots-là, porteurs d'éventuelles crises, peuvent nous conduire dans des dédales les plus insoupçonnés. Et donc, pour ne pas y arriver, et comme nous sommes justement conviés sur un plateau comme celui-ci, pour apporter des pistes de solutions, moi je propose donc modestement, au-delà d'une solution magnifique, que j'adhère entièrement, qu'Amassoka a proposé tout à l'heure, à savoir que l'opposition, au lieu davantage de poursuivre une piste qui est déjà verrouillée à l'avance, c'est-à-dire que voir qu'il n'y aura pas, on ne leur donnera aucune issue, il faudrait peut-être développer des synergies d'action, des mutualisations. C'est-à-dire qu'il y a une piste, par exemple, qui est soulevée par quelques acteurs, la piste des scrutateurs. Voyez-vous, le problème des scrutateurs manque cruellement à nos amis de l'opposition. Ou voilà, des bureaux de vote dans des villages. Madame, vous savez, je n'ai pas parlé depuis. Permettez, vous m'avez ostracisé. Non, vous parlez également, vous avez un temps de parole. Donnez-moi donc une minute pour sortir. Vous m'avez coupé deux fois déjà. Et donc, je dis donc à ajouter à cela, il faut peut-être penser à une éventualité de discussion inclusive qui vaille dans le sens justement de définir une plateforme où les uns et les autres viendraient se signer pour prendre des engagements pour ne pas conduire le pays dans la crise, dans une crise ouverte ou une crise chaude. Parce que au-delà de ce que nous voyons là, nous ne savons pas ce qui arrive demain si les uns et les autres restent braqués sur leur position. Donc l'État central, et notamment le pouvoir, le parti politique qui l'accompagne, le RDPC, a aussi une responsabilité sociale à ce niveau-là. C'est-à-dire contribuer justement à veiller pour qu'on n'en arrive pas à des crises chaudes, à une escalade. Et il ne me semble pas donc que cela soit uniquement du rôle de l'opposition qui doit recevoir des coups d'appel au calme, à ce que nous gardions ce qui nous est plus cher, le Cameroun, etc. Parce que, en fait, ce qui contribue même à la désescalade, pas à la désescalade, à l'escalade, ou alors à la crise ouverte qu'on voit ici et là, c'est surtout le parti de mon ami Messengue, qui est un parti extrêmement arrogant et qui semble fonctionner sur les nuages, avec des pieds qui ne sont pas sur terre. On a l'impression qu'ils ne comprennent rien du tout. Et que leur réalité est peinte, c'est davantage des peinturiers qui viennent peindre tout en blanc, alors que le Cameroun nous présente une réalité noire. On parle bien d'une liste électorale nationale. C'est en français, nationale. Et pourquoi une liste électorale nationale? Parce que le législateur, il me semble, a prévu qu'il y aurait peut-être des doublons. Il y aurait des cas de décédés, par exemple. Il y aurait voilà, des noms qui seraient peut-être mal écrits, n'est-ce pas? Vous imaginez quelqu'un qui est dans un petit village à Bamenda, qui est allé voir son nom dans un quartier, en fait, dans sa circonscription électorale, il a bien vu son nom. Et donc, le cousin peut appeler plus tard en lui disant « Mais j'ai reconnu ton nom ici au sud, où moi je vis, où j'exerce. » Des choses comme ça. Donc, je crois que il y a une dimension empirique, n'est-ce pas, donc de l'expérience électorale, notamment des acteurs politiques qui sont habitués à gérer, à se confronter à la chose électorale en rapport justement avec la manière dont les pouvoirs publics gèrent le système électoral chez nous. C'est fort de cette empiricité-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises pour qu'on n'en arrive pas à des crises. Parce que les crises post-ante et autres électorales viennent de quoi? Viennent justement du fait qu'on part souvent sur le déni des préalables. Et ce sont ces préalables-là aujourd'hui que les uns et les autres, et notamment les acteurs politiques, en appellent à régulariser. On parle bien, et les téléspectateurs nous écoutent, d'une liste électorale nationale. Non, il ne s'agit pas d'une liste par morceaux choisis, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, et ainsi de suite. Non. Et qu'est-ce qui fait pour nous? Pourquoi c'est tant difficile que de publier une liste
électorale nationale. Moi, personnellement, je n'en vois pas le souci de ne pas le faire. Elle est comme a beaucoup de moyens, peut le faire. Malheureusement, le fait de ne pas souscrire à cette demande pressante peut plutôt masquer d'autres mauvaises intentions. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un souci de tricherie, de mascarade qui s'organise en back-office? C'est cela qu'il faut éviter. Et mon ami le président, encore, l'a rappelé tout à l'heure en disant, nous sommes quand même dans une année électorale extrêmement sensible. Faisons très attention. Prenons en compte les remarques des uns et des autres, et notamment des acteurs politiques qui sont sur le terrain et qui connaissent les habitudes de tricherie du parti de M. Messengue et qui veulent justement... Pas des habitudes à rien, selon vous, des habitudes de tricherie. Voilà. Oui, mais c'est connu. Mais ça, c'est connu. Vous savez, moi, je viens de quelque part, dans une campagne, je viens du Sud. Et c'est connu chez nous que dans chaque campagne, dans les bosquets, au lendemain des élections, on trouve souvent des cartes que les uns et les autres ont déversées. Comme quoi, autant d'interrogations quand même. La tricherie est inhérente à cette façon de faire-là, à ce système électoral. C'est comme ça. Et ce que nous disons, c'est que il faudrait simplement contribuer à ne pas créer des risques, n'est-ce pas, au lendemain d'une élection dans une année aussi sensible comme cette. Et on parle de sensible, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui nous confortent dans une logique où certainement il n'y aurait même pas élection. Et si vous voulez qu'on en discute, on pourrait en discuter, mais ce n'est pas le thème. Et pour éviter donc un chaos, entre guillemets, qui pourrait advenir, il faudrait que les uns et les autres fassent leur travail dans le strict respect de ce qui est dit. Et je me réjouis de ce que le président Zok ait convoqué cette disposition articulaire qui rappelle clairement qu'il faut une publication d'une liste électorale nationale. Je ne vois pas le souci. Bon, parler du juridisme, c'est osé, c'est abusé quand même. D'accord. Alors, à Masoka, il faut dire quand même beaucoup de dits, beaucoup de non-dits, mais la loi, elle est là. On aimerait comprendre qu'est-ce qui coince concrètement. Je suis avec vous. On aimerait comprendre. J'écoute beaucoup de sons de cloche là et je veux comprendre. Moi, je suis un observateur, un analyste. Je fais l'effort d'apporter des éclairages sur la base du matériau qui est disponible. Je veux comprendre cette affaire. Vous voyez bien qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Quand on verse tous les arguments. Quel est le problème? Configuration. Il y a une loi. Elle a été dite. 1. 2. Il y a une dénonciation. Les acteurs politiques le font. Voilà les données. Mais, j'ai envie d'ajouter, il y a le principe et il y a la matérialité. Quand je regarde cette affaire, je suis totalement d'accord sur le principe qui est clairement dans la disposition de la loi. Mais j'ai envie de comprendre également. Je vais ajouter 2 ou 3 arguments pour qu'on renforce encore le souci de compréhension. 1. On met une liste électorale nationale. Et puis il y a des décès, et puis il y a des décès, il y a des départs, il y a des départs, il y a des mutations, il y a. Première chose. Deuxième chose, on continue en ce moment. Je crois dans 1 mois et demi, on va peut-être clôturer. Mais on continue de faire des inscriptions. D'enrôler. On continue d'enrôler. On fait quoi avec une liste électorale maintenant? Je ne comprends pas. Moi, je veux comprendre. Puisque la dynamique d'inscription se poursuit. Donc les mouvements, les mutations, ça continue. Donc j'ai envie de dire, le débat est pertinent. Mais il faut le poser au bon moment. De mon point de vue, je crois que le corps électoral sera convoqué dans quelques mois. Si cela est acté définitivement. Donc du coup, j'ai envie de dire que vraiment, la machine de la compréhension continue de tourner. Vous comprenez que ça renforce la confusion. Mais le débat, lui, j'estime qu'il est pertinent. Alors, question, pourquoi est-ce qu'il y a cette, j'ai envie de dire quoi, cette pression? En communication politique, on parle de pression. Alors, quelles sont les motivations réelles de cette pression? Moi, c'est le vrai questionnement que je voudrais qu'on pose sur la table. Monsieur Mtchenga parlait tout à l'heure, justement, j'ai envie de dire quoi, du discrédit. Du discrédit permanent. J'ai retenu ça avec beaucoup de pertinence. Effectivement, quand vous regardez en termes d'analyse, de contenu, je le dis à côté d'un universitaire, vous remarquez qu'il y a des convergences, il y a des récurrences. Vous voyez, le discrédit devient, j'ai envie de dire quoi, un discours dominant. Pourquoi le discrédit? Quand vous l'inscrivez dans le contexte actuel, vous commencez à vous demander, est-ce qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire quoi, d'autres visées? Ben écoutez, je répète, je retiens la préoccupation des acteurs politiques. Maintenant, j'ai envie de dire, attention, en termes de timing, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Parce qu'à côté
de ce que moi je considère quelque chose qui peut être résolu. Je suis d'accord avec M. Boutou, qui peut être effectivement résolu. Est-ce que c'est une question de mécanique? Est-ce que c'est une question matérielle? Est-ce que c'est une question de conjoncture? Est-ce que c'est une question de configuration? Elle est comment ses arguments? Les acteurs politiques ont leurs arguments. La loi, je suis clair avec M. Mutsingé. Vraiment, il y a des clarifications qu'il faut apporter sur la loi. Effectivement, il y a des clarifications qui me semblent être pertinentes à pouvoir comprendre. Bon, je veux dire que dans ce contexte, il faut donc chercher à comprendre. Est-ce que c'est une revendication simple? Dans ce cas, je pense que cela peut être effectué. Est-ce que c'est une action matérielle que l'organe est capable d'articuler? Dans ce cas, peut-être il faut ouvrir la discussion avec des acteurs politiques pour pouvoir développer effectivement la meilleure formule, le meilleur schéma qui peut contenter les uns et les autres, parce qu'il s'agit de dissidence entre effectivement des forces en présence. Bon, dans ce cas, si on a réglé cette affaire, je peux vous garantir, dans quelques jours, il va y avoir quelque chose qui va encore mettre sur la place publique, un peu comme une espèce d'élément de pression. Du coup, c'est ça qu'il faut regarder de plus. Parce que quand j'ouvre un peu cette piste de raisonnement, je m'interroge également, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce que l'on jette, je parle bien de communication politique, dans ce que l'on jette là maintenant, comme ingrédient à servir, j'ai envie de dire quoi, aux cibles politiques. Quand vous regardez par exemple au-delà des médias, vous regardez ce qui se dit normalement de ce qu'on appelle les nouveaux médias, les réseaux sociaux, vous avez le sentiment qu'il y a un discours dominant également à ce niveau. Avant, j'ai entendu parler de l'âge du président, ensuite j'ai entendu parler d'une fixation sur certains acteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, de plus en plus, je crois que M. Mutsingé a relevé quelque part, mais moi je l'ai déjà noté, n'est-ce pas, dans ma collecte, effectivement, il y a la perspective, j'ai envie de dire quoi, d'une insurrection que l'on brandisse, que l'on brandit au quotidien. Et c'est cela qui est inquiétant, c'est cela qui est préoccupant. Donc j'ai envie de dire que le jeu, il doit être juste. Le jeu, il doit être clair, il doit être sincère, parce qu'il y a des enjeux extrêmement importants. C'est pour cela que M. Zora a bien rappelé ce que le président disait, la paix avant, pendant et après. Donc il y a un enjeu qui concerne la paix, la cohésion, qu'il faut préserver. Il faut qu'on reste attentif, qu'on reste vigilant, parce que le jeu des acteurs va entre, j'ai envie de dire quoi, les contestations, les dénonciations, mais également la surenchère des acteurs. Parce que quand vous regardez très bien les profils de ces acteurs politiques, vous remarquez très bien que dans ce cas de figure, si on n'a pas joué, si on n'a pas validé le jeu politique, la participation au niveau du jeu politique lui-même, on va essayer d'ouvrir d'autres brèches. 1, pour exister. 2, pour mettre la pression sur le politique. 3, pour essayer de mobiliser. Mais enfin, in fine, j'ai envie de dire que le déterminant définitif, c'est qui? C'est le peuple camerounais, c'est les électeurs. Donc, vers lesquels je pense qu'il faut promouvoir un peu plus de maturité. Parce qu'en face de nous, je n'ai pas envie de dire qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères. Les acteurs politiques, je n'ai pas envie de vous faire un procès. Mais enfin, quand vous regardez les profils, vous regardez les actions de ces acteurs politiques, soyons prudents. D'accord. Alors, moi, vous voulez renchérir d'abord? Oui, vous avez déjà dit que nous ne sommes pas sincères. Mais je crois que les téléspectateurs... Moi, je ne parle pas de vous. Hein. D'accord. Je suis acteur politique. Les téléspectateurs qui nous suivent, pour leur gouvernement, je voudrais lire la dernière partie de cet article. Le directeur général d'élection établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Ça veut dire que le débat d'aujourd'hui n'est pas le débat du mois de mai 2025. En principe, conformément aux dispositions de cet article du Code électoral camerounais, c'est en décembre 2024 que cette liste devrait être publiée. Alors, arrivé au mois de mai, ce monsieur a violé la loi. Ah, d'accord. La loi est déjà violée et c'est de ça qu'on parle. Alors, moi, je suis souvent surpris. Pour ceux qui sont proches du gouvernement et les communicants du RDPC qui trouvent toujours que l'OFO viendrait d'ailleurs. Non, c'est l'ORDPC et les CAM qui sont au vestiaire pour truquer les élections. Et c'est ça qui peut susciter ce que vous voulez attribuer à l'opposition. Parce que si le président de l'Election Cameroun publie cette liste-là, qu'est-ce que nous, qui ne sommes pas sincères, allons encore soulever?
on va sûrement soulever une autre violation. Je voudrais rapidement dire ceci. La non-publication de cette liste électorale est un soutien fort de la fraude. J'ai des preuves. En 2020, je conduisais une liste à l'élection législative dans le département du Oignon, région de l'Est. Les morts ont voté. Wow. C'est parce que nous sommes à la télé, je peux donner les noms et des villages. Alors, il faut que, d'ailleurs, ce n'est même pas une demande, c'est une obligation que tous ceux qui sont camerounais doivent se soumettre aux dispositions de ce code. Le président de l'Election Cameroun en est un. Il doit se soumettre. D'accord, et mon cher Azok. Alors, Simon Médecin, on parle quand même du code électoral. Très bien. Moi, je voudrais dire une chose. J'ai suivi le docteur David Eboutou. Vous dire que, parce que quand j'ai parlé du juridisme, c'est parce que je ne voulais pas entrer dans les débats philosophiques. Monsieur David Eboutou, la loi impersonnelle, vous l'avez dit, et la loi décrit la mécanique. Comment est-ce que la liste nationale doit être publiée? Dans votre code électoral, dites-nous. Est-ce que la lettre de la loi, est-ce que la lettre de la loi rappelle déjà qu'il faut quand même une liste électorale nationale? Très bien, la liste électorale nationale, elle est là. Comment elle est là? Comment ça? Je voulais dire non. À partir du moment, moi je voudrais dire, je voudrais pour la compréhension des téléspectateurs, à partir du moment où les 360 antennes communales ont chacune une liste, n'est-ce pas? dont le condensé donne la conférence donne une liste nationale. Il se pose la question du comment. Vous dites, très bien, le directeur de l'Election Cameroun vous pose la question, la loi dispose que je publie ça comment? Nous entrons dans quoi? Dans l'interprétation. Au siège. Alors, et là, vous savez très bien que c'est votre parole contre la sienne. Mais moi, en tant qu'homme politique, et c'est là où je rejoins effectivement ce que M. Amasoka disait. Moi, en tant qu'homme politique, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de connaître mon électorat et de présenter mon offre, d'être avec cet électorat-là. Et qu'est-ce qui est plus facile aujourd'hui? J'ai entendu le docteur David Eboutou dire les noms seraient mal écrits. Si, au niveau, les journalistes parlent souvent du mort kilométrique. Si, au niveau même de mon antenne communale, je ne peux pas me rendre compte que mon nom est mal écrit. C'est au niveau national. Lorsque il y a même des noms qui se ressemblent. Son nom est un nom dans le sud, on peut retrouver plus de 10 ou 15 David Eboutou. C'est là-bas que je me rendrai compte que le nom est mal écrit. Non. Je vais vous dire une chose. Ce débat coupe depuis. Et il y a toujours, on vous dit, si ce n'est pas le cas, voilà ce qui va se passer. Certains ont dit, vous vous souvenez que quelqu'un allait porter plainte au Conseil constitutionnel. Un juriste chevronné. C'est même l'un des grands juristes de ce pays, mais qui est acteur politique. Il savait très bien que le Conseil constitutionnel n'est pas habilité à répondre de cela. Il le faisait sciemment. Et après, ils disent que, comme le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer, certainement, le peuple va le faire. Vous voyez? Comme pour dire donc, quoi? Comme pour dire que ces gens sont dans la logique de l'insurrection. Je vous dis une chose. Il dit que les morts ont voté. Connaissant le processus électoral camerounais, c'est absurde. Je vais vous dire pourquoi c'est absurde. Il dit qu'il a été dans un bureau de vote. Comment s'organise un bureau de vote? Il y a... Écoutez, ce nom-là, c'est faux. Je vous dis c'est faux. Ça veut dire que vous étiez complice. Avançons dans le débat. Pourquoi parce que quand vous êtes dans un bureau de vote, il y a autant de scrutateurs que de partis politiques en liste, plus 2 personnes. Et les CAM et le MINAT. Au sorti de là, le dépouillement est public. Au sorti de là, on vous sort autant de PV contresignés par le nombre de personnes présentes. Y compris les partis politiques. Je dis bien des partis politiques. Chaque parti politique amène son PV dans son QG. Donc, ce que le président dit ou ce que David Eboutou dit qu'on cachait les cartes de vote dans les trucs, vraiment c'est mal connaître le processus électoral camerounais.
Et c'est justement, on est donc dans la logique d'une construction permanente de la manipulation pour qu'on sorte du cadre légal, du cadre réglementaire des élections pour tomber dans la rue. Et ceux-là sont permanemment dans ce rôle-là. Mais il faut le leur dire, c'est mal connaître le Cameroun, c'est mal connaître le peuple camerounais qui est souverain et maître de son destin. Parce que lui, il sait ce qu'il a à faire. Il ira voter et personne, rien ni personne n'empêchera que la paix règne dans ce pays avant, pendant et après les élections. Parce que le peuple camerounais n'est pas ce que vous croyez. C'est ailleurs que ça se fait. Donc c'est clair et net. Si vous ne pouvez pas être sur le terrain pour haranguer les foules, pour préparer, pour présenter votre offre politique, et qu'on croit certainement, parce qu'en le faisant, on croit que le peuple camerounais est bête. Parce que nous, on pense que nous, sur le plateau, on est plus intelligents et le peuple camerounais est bête. Au point de ne pas comprendre, de ne pas vivre ce qu'ils vivent la plupart du temps. Non. Mais je crois que, au demeurant, on attend octobre, nous irons au vote. C'est pour ça que nous, en ce moment, nous sommes sur le terrain. Nous avons pris, dans chaque antenne communale, les listes 2024 et nous continuons à augmenter les inscriptions de telle sorte qu'à la fin, nous allons faire le point, section par section, sous-section par sous-section, et nous allons rendre compte. Et je suis persuadé que notre parti donnera effectivement sa tendance. Et c'est cette tendance-là qui va nous permettre de nous battre à pouvoir davantage être plébiscité pour octobre 2025. Pas que le débat sur ce sujet est ennuyeux, mais pour en sortir quand même, pour pouvoir avancer dans ce programme, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Cameroun, pays de droit, pays de loi, les acteurs politiques réclament cette liste électorale nationale. Dieudonné Tédissé. Muriel, je pense qu'il a expliqué un point sur lequel nous avons travaillé sur le terrain. En réalité, sans être l'avocat de l'ECAM, non. Il se trouve qu'il y a un problème de liste électorale agrégée. Quand je dis liste électorale agrégée, vous avez au moins au niveau des démembrements, au niveau de l'arrondissement d'antenne communale. Nous avons pris la peine de vérifier que les noms y étaient. Si cette difficulté de publication des listes nationales pose problème, je pense que les sous-préfets, le chef d'antenne communal de l'ECAM, le préfet, devra pouvoir convoquer les partis politiques représentés dans leur collectivité, à l'effet que, puisque moi j'ai eu accès aux listes, oui, que nous puissions, dans un cadre de concertation, récupérer les listes en attendant que l'ECAM se démerde avec son site web qui bug en permanence. Et le faisant, nous allons aller vers un processus, parce que voyez-vous, la politique c'est le débat et non pas le combat. Et il est important de savoir que avant les élections, le Cameroun doit exister. Pendant les élections, le Cameroun doit exister. Après les élections, le Cameroun doit exister. Et on a un seul pays. Et ça ne sert à rien de rentrer dans la surenchère médiatique ou bien de l'affaire des gros bras. D'accord. Que ceux qui dirigent le Cameroun comprennent que personne n'est locataire ici. Et il n'y a pas plus Camerounais que l'autre. D'accord. Donc il faut rentrer dans le dialogue. Ah, écoutez, voilà une piste intéressante. Moi, je suis séduit par son argumentaire. C'est un acteur politique et qui apporte des solutions, me semble-t-il, plus recevables au niveau de la pratique et de la pragmatique. Parce que, je vous l'ai dit, vous avez bien compris, hein, les arguments les uns les autres sont versés. Hein, et j'ai le sentiment que ces arguments sont recevables de part et d'autre. Je crois. Et pour être à vos côtés, Muriel, en tant que journaliste, pour dire que maintenant, il faut aller vers le dénouement, il faut aller vers l'issue de sortie. Et voilà une solution qui est extrêmement importante. Moi, ma préoccupation a été claire, elle est simple. Je la rappelle en 2 mots. Il faut éviter la surenchère, du discrédit, j'emprunte les termes de M. Metienge. Il faut éviter cela. Parce que j'ai bien mis l'accent là-dessus. Quels sont les profils des acteurs qui prennent la scène du suridandisme? Il faut bien poser la question. Vous comprenez que ces profils de ces acteurs, parfois, ils n'ont pas évacué le débat sur la validité d'une éventuelle candidature de leur part. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, je n'ai pas envie de le redire encore après M. Metienge, mais je le fais quand même. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'est pas le Burkina Faso. Le Cameroun, c'est pas le Mali. Je sais qu'il y a ce rêve fou que certains acteurs... C'est pas le Soudan aussi. Enfin, moi, je parle de ceux qui sont très proches de nous. Donc, j'ai envie de dire, c'est cela la vraie préoccupation qu'il faut avoir. Parce que les acteurs impliqués, et les CAM, acteurs politiques, vous voyez bien qu'au niveau des acteurs judiciaires,
voyez, il y a comme une espèce de réserve, de recul. Oui. Certains parleraient même de conspiratisme. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est un débat. Vous voyez bien comment il est dans l'impasse. Mais sauf qu'il reste que le processus doit avancer. L'échéance doit être respectée. Les Camerounais doivent pouvoir exprimer leur droit de vote. Donc, je veux dire que ce qui est plus pratique, plus réaliste, c'est de faire un travail de proximité, qu'on poursuive le travail de proximité. C'est-à-dire, parce que c'est cela qui est déterminant, qu'importe les schémas, il faut encourager les Camerounais à pouvoir continuer la dynamique d'inscription massive dans les listes électorales. Il faut également que les acteurs politiques puissent trouver des schémas qui puissent régler leurs insuffisances, leurs défaillances, parmi lesquelles, et vous le savez, je le dis tous les jours, les acteurs politiques peuvent m'incendier, j'assume, mais je dis la vérité, je l'assume. Les acteurs politiques au Cameroun, je peux comprendre qu'ils ont des problèmes de conjoncture, ont un gros problème d'implantation territoriale. Ça, c'est vrai. Voilà tout le problème de fond. Parce que tel que je regarde parfois ce cadre, que je lis souvent ce code électoral, j'estime que ce défi d'implantation est fondamental. Comment vous faites pour revendiquer quelque chose là où vous êtes absent? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Donc, maintenant, il y a certainement un problème de financement, de conjoncture. Il faut donc par exemple, on réfléchisse sur les questions de mutualisation. Je l'ai entendu dans les échéances électorales passées. Pourquoi les acteurs politiques ne peuvent pas rapprocher, ne peuvent pas développer des rapprochements de leur position? Par exemple, si je suis à Bertois et que moi, Monsieur Zoc est à Bertois, moi je suis à Bafia, Oui. ben, écoutez, je m'arrange avec Monsieur Zoc pour que, n'est-ce pas, il puisse regarder mes voix là-bas, et puis moi je vais regarder ses voix chez moi dans le Bam ou à Bafia ou à Bokuto, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ils ne le font pas? Et regardez très bien, les rapprochements sont quasiment difficiles, pour ne pas dire impossibles, entre ces acteurs politiques. Tout ce qui les rassemble, c'est de dire, ça ne marche pas, on force le coup, quitte à faire exploser le pays. Non. C'est pour ça que je parlais de la maturité des Camerounais. Ils peuvent être sûrs que les Camerounais sont suffisamment vigilants. Parce que la masse critique chez nous, elle est valable pour le pouvoir, mais aussi pour l'opposition et les acteurs politiques. Vraiment chez Azok. Oui, vous savez que chaque fois que l'ORDP s'est dos au mur, le mot insurrection revient. Comme président national de parti politique, l'acteur l'a dit clairement. J'ai pu dire aux téléspectateurs que l'ORD n'est pas un parti politique de la rue. Nous parlons d'un problème de l'application de la loi. Election Cameroun a un siège. Sauf la mauvaise foi d'Alain pour poser la question de savoir... Je parle de Bokito pour le siège à Yaoundé. Où est-ce que Election Cameroun doit publier cette liste nationale? C'est à son siège. Je parle de Bokito pour Yaoundé pour voir mon nom. Est-ce que Elections Cameroun devra aller à l'antenne communale de Ngoïla pour aller publier sa liste là-bas alors que le siège ici à Yaoundé? Non. Je pense que chaque fois que ce parti politique est coincé, il renvoie toujours à l'insurrection. Personne ne veut le faire dans ce pays. D'accord. Alors, le besoin de solutions concrètes. C'est une minorité. Oui, Raymond Chiazok, votre contribution pour une solution concrète. La solution concrète, c'est que la première nourriture de la paix, c'est la justice. Et le dialogue. J'ai dit, la première nourriture de la paix, c'est la justice. Et qui dit justice, c'est l'application de la loi. Parce que lorsque la loi n'est pas respectée, il n'y a pas de paix. Et le respect à une loi qu'on s'est prescrite est liberté. Lorsqu'on dit que le Cameroun est un pays de liberté, tout commence par le respect des lois. Si on ne respecte pas des lois, on peut dire tout ce qu'on dit. Je suis même un peu surpris. Pour Alain, qui est un brillant journaliste, ça je ne le dis pas parce qu'il est là, qu'il aille dans la logique de ce que les chefs d'agence et les sous-préfets peuvent voir. Mais le Cameroun a déjà écarté les sous-préfets de l'organisation de l'élection en responsabilisant Elekam. Le sous-préfet prend part aux élections comme représentant de l'administration, mais n'organise pas les élections. Il faut que ce soit bien clair. Donc, dans les bureaux de vote, moi je suis déjà allé aux élections comme président de parti politique 2 fois. Je parle de ce que je connais. Alors, lorsque le représentant de l'administration arrive, il n'a rien à faire parce que
il est sous le contrôle du président du bureau de vote qui est désigné par les camps. Comme on dit président, tout le monde le comprend. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails, vous voulez m'amener, parce que si j'entre dans les détails, non. On va en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Muriel, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que nous devons faire, c'est que nous devons rester tous esclaves de la loi. Que ce que la loi nous demande de faire, qu'on le fasse et on reste tranquille. Parce que ce n'est pas parce que Simon... Ce n'est pas parce que Simon dit que... Simon, voilà ce que Simon... Voilà ce que Simon dit aux téléspectateurs. Muriel, lorsque les autres parlent ici, surtout ceux qui ont un penchant vers le RDPC, ils ont un peu plus de temps. Je ne le reconnais pas. Merci, je retire ce mot. Bon, pour chuter donc, je dis donc ceci. Lorsque Simon dit que ils vont colmater, réunir les informations de gauche à droite pour faire la liste nationale. C'est la liste nationale. La question que je voudrais me poser, est-ce que leur stratégie est devenue la loi? Parce que comme juriste, je sais que tout ce qui est contraire à la loi doit se taire. Donc la stratégie du RDPC n'a aucune influence sur la loi. Parce que cette stratégie est contraire à la loi. La loi nous dit comment on doit faire. Et si on ne fait pas comme elle nous demande, c'est nous le problème, pas ceux qui veulent amener l'insurrection, entre guillemets, que vous proclamez tous les jours. D'accord. Docteur David Eboutou. Mais je commençais à croire que j'avais été ostracisé sur ce plateau. Non, du tout. Merci de me rassurer. Non, j'ai été très interloqué, voire perplexe tout à l'heure en écoutant mon frère, le représentant du RDPC, Messengue, qui nous explique quand même que les particules de publication de listes ici et là constituent la liste nationale. Pour mon entendement un peu cartésien, j'avoue que j'ai failli tomber de nu. Non, il ne s'agit pas de ça. Il y a la lettre de la loi qui est là. Elle est claire, elle est précise. Il faut aller dans ce sens-là pour sortir de ces débats qui peuvent être enfumeux et nous perdre de temps, in fine. Maintenant, il y a également quelque chose qui est récemment dit qui, moi, au-delà de m'intriguer, me révolte. Mon frère Messengue, c'est vous qui faites la surenchère politique au RDPC. Vous savez, le fait de rappeler à chaque fois que le Cameroun ne volera pas en éclats, le Cameroun est un havre de paix, on l'a souvent dit ici, hein? Mais on a vu ce même Cameroun que nous aimons tous, que nous chérissons tous, être fragmenté au nord-ouest, au sud-ouest. À cause justement de ce genre d'arguments. À cause de ce genre d'arguments où on se plaît, on se complaît, et on refuse donc d'interroger un certain nombre de réalités qui sont là devant nous. Il faut faire très attention. Le Cameroun ne fonctionne pas en vase clos. Nous sommes dans un monde et à côté, on a bien vu au Gabon ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, il y a des tensions qui ont eu lieu là-bas. D'autres se destinent en perspective. Faisons très attention, madame. Il faudrait le retenir, surtout mon frère Messengue. Vous savez, j'ai pris part à un débat récemment avec les membres du RDPC. Et quelqu'un là-bas, un de ses camarades, un des camarades de mon frère Messengue, rappelait qu'à chaque élection qu'ils peuvent y aller, ils vont faire une véritable razzia. Il a convoqué un argument que moi j'ai retenu. Il a dit que les militants actifs qui travaillent au quotidien dans les bureaux, les cellules, les sous-sections, etc., au quotidien pour le compte de ce parti-là, constituent un nombre de 2 200 000 votants déjà acquis pour le RDPC. Parce que ce sont des personnels du RDPC qui y travaillent au quotidien pour ce parti-là. Or, il suffit simplement de jeter un regard rétrospectif sur les derniers chiffres de l'élection présidentielle 2018. Le président de la République, il y a eu combien de votants? Il y a eu 3 millions à peu près et demi de votants. Le président de la République, M. Biya, a eu combien? 2 500 000, à peu près 2 400 000 par là, votants qui ont plébiscité pour lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aux 2 200 000 personnes qui travaillent pour le RDPC, il n'y a que eu 200 000 personnes seules qui ont donné leur voix à M. Biya. Conséquence, le RDPC est un parti extrêmement impopulaire. Extrêmement impopulaire. Donc le RDPC ne doit pas donner des leçons sur un plateau. Il faut faire extrêmement attention. Quand je l'ai dit, je vais dans la piste des solutionnements. Et là, je rejoins mon frère Amasoka également et le président Zok et bien les autres. Il y a des pistes de solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, comme il a utilisé une expression, le conspiratisme juridique ou judiciaire. C'est-à-dire que j'ai suivi le MRC qui a saisi les instances judiciaires et qui a vu son recours. En fait, la cour d'appel du centre s'est déclarée incompétente. Je crois que quand des solutionnements judiciaires ou juridiques semblent bloqués, il faut intégrer les solutions politiques.
parce qu'à une affaire politique, parce qu'au-delà c'est ça, hein, c'est-à-dire que la réalité aujourd'hui c'est qu'il y a une problématique politique. À une problématique, à une cause politique, il faut peut-être un solutionnement ou une solution politique. Et pourquoi ne pas donc aller vers des assises concertées avant l'élection de 2018, de 2025, d'octobre 2025, parce que ces goulots de revendications qui sont en eux-mêmes, ces goulots-là, porteurs d'éventuelles crises, peuvent nous conduire dans des dédales les plus insoupçonnés. Et donc, pour ne pas y arriver, et comme nous sommes justement conviés sur un plateau comme celui-ci, pour apporter des pistes de solutions, moi je propose donc modestement, au-delà d'une solution magnifique, que j'adhère entièrement, comme Masoka a proposé tout à l'heure, à savoir que l'opposition, au lieu davantage de poursuivre une piste qui est déjà verrouillée à l'avance, c'est-à-dire que voir qu'il n'y aura pas, on ne leur donnera aucune issue, il faudrait peut-être développer des synergies d'action, des mutualisations. C'est-à-dire qu'il y a une piste, par exemple, qui est soulevée par quelques acteurs, la piste des scrutateurs. Voyez-vous, le problème des scrutateurs manque cruellement à nos amis de l'opposition. Ou voilà, des bureaux de vote dans des villages. Madame, vous savez, je n'ai pas parlé depuis. Permettez, vous m'avez ostracisé. Non, vous parlez également, vous avez un temps de parole. Bon, donnez-moi donc